Le SMEM, c'est le syndicat mixte d'énergie de la Martinique. Alors, au cours de cette présentation, nous allons vous présenter le réseau électrique de la Martinique ainsi que les missions du SMEM, le contexte énergétique, la dépendance aux énergies fossiles et ses conséquences, les actions du SMEM en faveur de la transition énergétique et notre association avec la coopérative citoyenne Athématnik qui accompagne justement les citoyens à la transition énergétique et qui va expliquer un petit peu le déroulement de son projet photovoltaïque accompagné, ainsi que par la suite, nous allons faire une conclusion sur la vision citoyenne de Athématnik. Alors, le syndicat mixte d'énergie de la Martinique, il est constitué des 34 communes et de la CTM, et il œuvre sur les missions du service public de distribution d'électricité à la Martinique. Donc, tout ce qui est extension de réseau, enfouissement, renforcement de réseau, poste de transformateur, sur le réseau basse tension, bien évidemment, c'est le travail du SMEM. Le SMEM fait ce travail en collaboration avec EDF. Donc, souvent, on dit que les lignes appartiennent à EDF. Non, le réseau électrique basse tension appartient au SMEM. Et le SMEM, c'est l'autorité de la distribution d'électricité. Et EDF, c'est le concessionnaire. Et le SMEM, à ce titre, a un rôle de contrôle du concessionnaire. Et donc, chaque année, il y a un rapport d'activité qui est rendu par EDF sur la qualité du courant fourni, sur les incidents, sur la production, sur toutes les consommations qui ont lieu par secteur d'activité. Donc, il y a des relations intenses entre le SMEM et EDF sur le réseau et sur toutes les communes. Le SMEM développe aussi le réseau d'éclairage public dans les communes. Donc, nous nous occupons d'éclairage public dans 21 communes sur 34. Donc, tout ce qui est opération de maintenance, opération de rénovation de l'éclairage, extension du réseau d'éclairage public, donc c'est nous qui le faisons. Ensuite, lorsque les administrés n'ont pas d'électricité, ils sont quand même fournis en électricité en site isolé. Donc, nous installons des dispositifs décentralisés de production d'électricité, donc des centrales photovoltaïques avec stockage. Donc, ça, c'est suite à des études qui prouvent que les particuliers ne sont pas raccordables. Ensuite, nous faisons des actions de sensibilisation aussi aux économies d'énergie, puisque nous sommes dans une phase de transition énergétique. On aide l'ensemble de la population à être sensibilisée sur tout ce qui se passe au niveau énergie, la nécessité de maîtriser sa consommation d'énergie pour faire des économies sur la facture et améliorer notre environnement. Ensuite, nous subventionnons et faisons aussi des actions en faveur de la transition énergétique. Alors, je fais un petit focus sur le réseau électrique de la Martinique. Il y a plus de 210 000 usagers qui consomment l'énergie, donc particuliers comme professionnels, à travers un réseau électrique qui est constitué de 3 parties. Donc, le réseau haute tension, le réseau dit de transport, donc à la suite de la production d'électricité par les principaux producteurs d'électricité, la tension est rehaussée pour pouvoir être transportée pour le courant, donc à 63 000 volts. Et il y a plus de 5 000 km de lignes pour pouvoir transporter le courant à travers toute la Martinique. Ensuite, il y a des transformateurs abaisseurs qui emmènent la tension à 20 000 volts, donc ça c'est le réseau moyenne tension, avec près de 2000 km de ligne. Et c'est justement ce réseau basse tension-là, il fait l'objet parfois d'enfouissement. Donc, il y a des travaux qui sont réalisés par le SMEM et en collaboration aussi parfois avec les équipes d'EDF pour pouvoir enterrer partiellement parfois quand c'est nécessaire certaines lignes, moyenne tension. Il y a aussi le réseau, alors on passe encore par d'autres transformateurs qui vont encore abaisser la tension jusqu'à la rendre compatible à l'usage du courant domestique. Donc, 400 volts pour pouvoir distribuer le réseau l'électricité sur le réseau basse tension. Donc, au final, il y a près de 2500 postes qui constituent le réseau électrique martiniquais. Alors, ce réseau, il est dit non interconnecté, pardon. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Donc, le réseau d'électricité n'est pas raccordé à d'autres réseaux inter-îles, comme ça pourrait se faire sur les continents.
Donc, les pays sont interconnectés entre eux. Nous, la Martinique, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Il y a eu effectivement par le passé des projets d'interconnexion, notamment avec la Dominique, mais ça n'a pas abouti sur la géothermie. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Et donc, le SMEM, l'autorité conseil du réseau, est donc propriétaire de ce réseau. Alors, dans le contexte énergétique de la Martinique, il y a différents moyens de production d'électricité. Vous avez les moyens d'abord de production de l'énergie qui utilisent l'énergie fossile. Donc, il y a les énergies thermiques. Donc, il y a deux centrales principales, une à Bellefontaine, une à Pointe-des-Carrières, qui utilisent l'énergie fossile. Vous avez des turbines à combustion, donc 47% d'énergie fossile des centrales EDF est sur le réseau. Ensuite, il y a des turbines à combustion qui représentent à peu près 20% de la puissance électrique du réseau. Ensuite, il y a des opérateurs qui utilisent la cogénération. Donc, notamment à Trinité, vous avez l'usage de la bagasse et parfois de l'importation de bois pour pouvoir produire l'électricité sur le territoire. Ça représente 6% de la consommation, de la production d'électricité. Ensuite, sur la part d'énergie renouvelable, nous verrons par la suite qu'elle est à 25%. Il y a du photovoltaïque en injection qui représente presque 20%, donc c'est la majeure partie des énergies, en puissance en tout cas. Et alors, il y a une différence entre puissance et énergie. Si en puissance, c'est la majorité, en énergie, ce ne sera pas le cas. Je pourrais expliquer après pourquoi. En incinération et méthanisation, nous sommes à peu près à 1%. Donc, il y a sur Dillon un incinérateur qui produit de l'électricité. Et ensuite, en autoconsommation, on considère que c'est à peu près de 2%. L'éolien représente aussi 2% en puissance. Alors, sur la part de production d'électricité, donc ce qui est différent puisque la puissance et la production, ce n'est pas la même chose, le fioul lourd représente 70% de la production d'électricité. Ensuite, la partie biogaz, 0,01%, donc c'est très peu. Je pense que vous voyez le graphique. La bagasse et la biomasse représentent 14%, l'éolien 1,5%, et le photovoltaïque 7,5%. Donc, en gros, si vous voulez, notre mix énergétique est encore fortement carboné et nous avons une forte dépendance aux énergies fossiles. Et ces énergies fossiles, en fait, ont des conséquences. Conséquences sur la précarité, sur les approvisionnements. Donc aujourd'hui, au niveau mondial, il y a des tensions que l'on voit venir, que l'on sait. Si on suit l'actualité, on voit bien que il y a certaines tensions à ce que les pays développés se fournissent en matières premières énergétiques. Et ces problèmes d'approvisionnement-là entraînent forcément des variations des coûts de l'énergie qui, aujourd'hui, on le voit dans Fonds-Santille, dans quelques jours, le prix des carburants, ça va flamber. Donc tout cela crée des problèmes suite aux problèmes géopolitiques. En fait, notre mix énergétique est fragilisé par justement la dépendance aux énergies fossiles. Et en fait, dans un autre point, il faut aussi savoir que les énergies fossiles ne sont pas inépuisables. Donc, au niveau environnemental, il y a un impact, mais ces énergies ne sont pas inépuisables. Donc, sur le pétrole, il y en a environ pour 40 ans. Sur le gaz, il y en a environ pour 60 ans. Et d'autres énergies, telles que l'uranium, ce sera un peu plus, mais
Il faut savoir que nos enfants connaîtront certainement la fin de cette ère pétrolière. Donc tout le monde se bat pour le pétrole, mais à un moment donné, il va disparaître de la planète et il faudra trouver vraiment une autre solution pour subvenir à nos besoins énergétiques. Au niveau de l'impact environnemental, toutes ces énergies fossiles, bien évidemment, contribuent au réchauffement climatique puisqu'elles produisent des gaz à effet de serre. Et tout cela n'est évidemment pas bon pour la planète. Donc, au niveau du mix énergétique de la Martinique, nous avons eu une progression. Alors, les années sont là. Ça n'apparaît pas à l'écran, mais ça commence à 2013 et ça finit à 2024. Donc, 2013, on était à 5,3%. Et 2024, on est à 24,5%. Donc, on voit une espèce de stagnation entre 2019 et maintenant. Donc, cela est dû à plusieurs explications. C'est vrai que le taux de pénétration des énergies renouvelables progresse très peu. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de soleil en Martinique, pourquoi ne pas mettre de soleil partout? Il est vrai que l'intégration du solaire sur la Martinique, en tout cas le solaire, c'est une énergie fluctuante, tout comme l'éolien. C'est une énergie fluctuante et cette énergie, on va dire qu'il y a une certaine prudence pour l'intégrer sur le réseau puisque les intermittents sont à stabiliser le réseau. Mais il y a d'autres moyens pour pouvoir pallier à cela, tels que le stockage. Et pas mal d'études sont faites par les institutions publiques, la CTM, l'ADEME, le SMEM aussi, l'ADEAL, qui constitue le PTME, le Programme territorial de la maîtrise de l'énergie, qui sont des acteurs majeurs de l'énergie à la Martinique et qui suivent justement une programmation pluriannuelle de l'énergie et qui ont pour objectif d'atteindre un taux d'énergie renouvelable à 100% d'ici 2030. Maintenant, on n'y est pas du tout, bon, c'est vrai, mais il y a différentes actions, différentes initiatives qui sont mises en place pour pouvoir contribuer à augmenter ce taux de pénétration d'énergie renouvelable. En tout cas, nous, au SMEM, on réalise des actions de transition énergétique. Nous installons des centrales photovoltaïques sur les bâtiments des communes. Nous avons dans 25 communes, nous avons des centrales qui produisent de l'énergie avec réinjection sur le réseau. Nous faisons des actions de rénovation énergétique sur des bâtiments municipaux, de rénovation et d'entretien d'éclairage public qui est passé à des technologies anciennes, vapeur de sodium à LED, donc ils sont censés faire des économies d'énergie. Nous promotionnons aussi la mobilité décarbonée en installant des bornes de recharge publiques dans les communes au fur et à mesure. Nous finançons, dans le cadre du PTME, des projets structurants aussi autour de la transition énergétique. Et à ce titre, nous avons financé justement la coopérative Atematnik. Donc, je ne vais pas m'étendre plus, je vais lui laisser présenter ses actions autour de la transition énergétique. Yes. Merci. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter notre jeune coopérative citoyenne d'énergie. Je vais lire la vision et puis on va voir si ça vous parle. Notre vision, c'est de permettre à tous les Martiniquais, les Martiniquaises de s'approprier la transition énergétique de leur territoire à travers des actions de sobriété, d'efficacité et de production d'énergie. Donc, il faut le retenir dans cet ordre-là, la transition énergétique, c'est avant tout la sobriété. On en est très loin, on est dans un mode de vie comme si on était à Dubaï.
Sauf qu'on n'est pas à Dubaï, il n'y a pas de pétrole sous nos pieds. Et voilà, il faut qu'on se rende compte que dans une journée, la quantité d'énergie qu'on dépense, c'est faramineuse. Donc la sobriété, l'efficacité, c'est par exemple remplacer un vieux frigo par un frigo A+++. Ça, c'est de l'efficacité. On va moins consommer pour le même usage. Et ensuite, aller sur la production d'énergie locale renouvelable. Le contexte. Donc aujourd'hui, comme vous avez compris, le SMEM nous accompagne sur un projet en particulier dont je vais vous parler. On va accompagner, conseiller et accompagner les citoyens qui veulent s'équiper de photovoltaïque. Le contexte, c'est qu'il y a des aides aujourd'hui pour l'investissement photovoltaïque. Ce sont des primes à l'autoconsommation. Je pense que vous l'avez vu si vous jouez vous scrollez sur Insta ou que vous jouez à des jeux sur votre téléphone et que vous faites partie des publics cibles. Il y a toujours des pubs qui remontent. Investissez sur votre toit grâce aux primes de l'État, etc. Donc, il y a un contexte favorable. Ça a créé une multitude d'offres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un marché dynamique, mais très complexe, avec des entreprises qui apparaissent, qui disparaissent. Et finalement, le consommateur est un peu perdu dans tout ça. Il ne sait pas à qui faire confiance. Et on est quand même sur de la haute technologie. C'est une technologie qui est maîtrisée, mais qui demande quand même un suivi. Et bien souvent, vous allez rencontrer des gens qui vous disent « j'ai mis du solaire chez moi, et puis ça ne marche plus, et puis l'entreprise n'est plus là, et puis je ne sais pas quoi faire ». Il y a des bureaux d'études pour tout ce qui est gros projet. Et c'est mon métier, ça fait 12 ans que je fais ça. On accompagne Madiana, Carrefour, le Crédit Agricole, etc. Il y a des entreprises qui jouent le jeu de la transition énergétique, qui passent par des bureaux d'études parce que c'est des projets complexes. Et les projets sont suffisamment gros pour justifier cette compétence-là. Maintenant, les particuliers, c'est plus compliqué. On est sur des projets qui valent moins cher, donc aller payer du conseil chez les particuliers, c'est compliqué. C'est ce en quoi nous, on croit et c'est ce sur lequel le SMEM et le PTME, de façon générale, nous accompagnent. Donc, ce qu'on fait concrètement aujourd'hui, on fait d'abord un diagnostic. Donc, on vient chez vous, on passe 1h30, on fait le tour de la maison, visite technique, on va regarder votre compteur EDF, votre tableau électrique. On va aussi questionner vos usages, vous donner quelques recommandations pour réduire la sobriété avant tout. Est-ce qu'on est obligé de climatiser à 22 degrés? Est-ce qu'on peut peut-être combiner climatisation et brasseur d'air? Il y a 6 mois, je vous aurais dit, on ne climatise pas du tout. Mais bon, je mets de l'eau dans mon vin au fur et à mesure. Maintenant, je dis, allez, on peut peut-être climatiser à 26 et mettre un petit brasseur d'air et mettre un timer de 4 heures pour qu'à 2 heures du matin, la clim s'éteigne et puis moi, je dors, je ne vois rien. Donc voilà, on cherche à réduire votre consommation et puis on va ensemble faire plusieurs scénarios d'investissement photovoltaïque. Ça reste un investissement rentable en fait. Donc c'est pour ça qu'on fait plusieurs scénarios. Vous faites votre petite centrale pour vous, ou alors vous faites un petit peu plus gros pour gagner de l'argent en revendant EDF, ou voire même vous faites plus gros et vous alimentez tout le quartier. Donc voilà, il y a une question d'optimisation du budget. Donc ça, on fait ça ensemble, et quand on ressort du diagnostic, vous avez votre diagnostic avec plusieurs options. Si vous dites « Ok, go, je veux y aller, mais je ne sais pas par où commencer », là, on passe à la phase de déploiement. Donc là, on va vous aider à trouver des installateurs. Donc nous, on n'est pas installateur. On va consulter plusieurs installateurs sur la base de la visite technique qu'on a faite, donc de façon précise, vous aider à analyser les offres, vous contractualisez, vous, avec votre installateur. C'est une question de responsabilité, d'assurance, etc. Et on va suivre le chantier jusqu'à la réalisation et jusqu'à l'obtention des primes, parce qu'il y a des primes à la clé. Et si tout n'est pas fait dans les règles de l'art, qu'il manque une partie des certifications, des autorisations administratives et tout, vous n'aurez pas votre prime. Donc il y a cette notion-là à la base. Et on va suivre pendant 1 an la centrale. S'assurer que ça produit bien, etc. On va aussi vous conseiller de prendre un contrat de maintenance, parce que souvent on investit dans quelque chose, mais on ne pense pas à l'entretenir. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est le projet pour quelqu'un qui est propriétaire, qui a une villa, qui veut aller vers le photovoltaïque. C'est une prestation, vous comprenez bien. Nous, c'est une prestation de bureau d'études qu'on fait, qui a un certain coût. Grâce au SMEM, ce coût est réduit. Donc, le diagnostic ne coûte que 87 €. Et si vous voulez passer à l'acte avec le déploiement, ça coûte 490 € pour cet accompagnement qui dure à peu près 1 an. Donc, c'est imbattable. À tel point que le dernier client chez qui on était, on lui a fait économiser 2 000 €.
Donc, il a fait que le diagnostic pour l'instant. En fait, il avait des devis de vendeurs d'entreprises solaires qui forcément qui vendent du photovoltaïque, donc ils vont vous mettre forcément beaucoup de photovoltaïque. On a revu avec lui ses consommations, ses horaires, sa piscine qui tournait trop, etc. Il a réduit de 2000 € juste les devis. On n'a pas négocié commercialement, on a juste réduit techniquement. Et là, on va passer à la phase de consultation. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le remets. La transition énergétique, c'est dans l'ordre. Consommer moins, consommer mieux et produire durablement son énergie. Une petite ouverture du coup sur ce qu'on fait. Donc ça, c'est une partie de ce qu'on fait, l'accompagnement, le conseil aux particuliers. On fait aussi beaucoup d'éducation populaire. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse monter en compétence sur l'énergie. En fait, aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne sait pas c'est quoi un kilowatt, un kilowattheure. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un kilowatt, un kilowattheure. Qu'est-ce que ça représente? On a des idées quand même que ça a un impact environnemental, etc. Mais on est quand même à des années-lumière de savoir ce que c'est. Donc, le but, c'est vraiment de nous faire monter en compétence. Donc, on organise des beaux cantages, des conférences, des apéros, des cafés, on vient dans les communes. Enfin, n'hésitez pas. On peut venir dans un quartier, on peut faire plein de choses autour de l'éducation populaire, si possible de façon ludique, intéressante. Là, si on avait le temps, on aurait mis des tables et puis je vous aurais donné des petits quiz, des choses comme ça. Études et conseils, c'est ce que je vous expliquais. Et le développement de projets de production d'énergie, en fait, nous, en tant que coopérative, on va investir sur des toitures en tant que citoyen. C'est pour ça qu'on a choisi le modèle coopératif. Ça nous permet d'aller lever de l'épargne citoyenne. Donc, c'est en cours, mais bientôt, l'idée, c'est de proposer aux Martiniquais, aux Martiniquaises, de mettre de l'argent sur des projets qui vont rapporter de l'argent sur leur territoire. Voilà. Parce que l'énergie, c'est très capitalistique. Et voilà, il y a un aspect écologique, mais il y a un aspect économique. Et la transition énergétique pourrait amener vraiment beaucoup plus qu'actuellement au territoire, en termes d'emploi et en termes de retombées financières. Et voilà, du coup, vous avez nos coordonnées, c'est écrit un petit peu petit, mais on est là, vous n'êtes pas beaucoup, n'hésitez pas à venir nous voir. Mais on va prendre des questions peut-être. Et puis des remarques. Oui, bien sûr. Mais, merci. Voilà. Vous pouvez scanner, il y a un petit QR code. Pardon? Non, il y a un QR code à scanner si vous voulez nous laisser vos coordonnées. Est-ce que vous avez... Oui, madame. Je voulais savoir, est-ce que vous accompagnez les personnes qui ont des projets de construction? Oui, on a une porteuse de projet ici d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors, c'est encore mieux en fait, parce que dans un projet de construction, justement, on a la main sur une partie quand même de l'architecture, par exemple, parce que si une maison est bien pensée, enfin une maison, un bâtiment qui est bien pensé, qui laisse traverser l'air, qui est boisé autour, etc., il fait bon, on n'a pas besoin de climatiser. Un bâtiment qui a été mal fait, on est contraint finalement de climatiser. Donc bien sûr, en projet de construction, c'est une très bonne idée. Monsieur. Oui, bonjour tout le monde. Mon en question par rapport, c'est peut-être à Zod par rapport à la semaine et puis à thématique, Zod parlait effectivement que faut nous aller à dans des énergies qui plus saines en consommation, qui plus parler de sobriété, etc. À quel niveau Zod par rapport à tout ça qui toiture, de tout ça qui HLM et logements sociaux, parce qu'avant nous parler aussi de logements sociaux, et en les, moi qui a fait partie d'un collectif de locataires aussi, etc. Nous croyons que mettez des panneaux peut-être photovoltaïques ou mettez en réduction des panneaux solaires dans les bâtiments, c'est qu'ils peuvent permettre par des dispositifs que vous y trouver, de réduire aussi, ça peut être les factures électriques, mais aussi les loyers, parce que si nous aussi on revend qu'a fait de par les bailleurs, etc., des dispositifs qui peuvent être créés. Donc, moi, les savent qui vision autres par rapport à ça, et est-ce que autres dans des démarches pour impulser en dynamique peut-être et puis des acteurs, le BTP, etc., pour pousser les bailleurs et puis des projets à dans ce sens-là. Et puis, une question pour moi qui est plus important, est-ce que autres en dynamique pour nous payer, pour la nouvelle génération, pour les jeunes qui viennent,
pour que nous payions au niveau depuis l'école, hein, depuis le campus, l'école, les maternelles, collèges, lycées, impulser des filières à dans ces domaines-là, puisque c'est les nouvelles générations qui ne sont pas passionnées et captivées par rapport aux transitions là, les plus anciens, c'est aller. Donc, est-ce que tu as dans une dynamique pour aussi là, mettre des projets en place pour que l'éducation nationale, les écoles, et puis les centres de formation, mettaient des formations à terre pour nous former d'ingénieurs dans le niveau TAA, des mounas dans les métiers qui connexent à la transition énergétique. Merci beaucoup. Attends, mon point à vous. Merci. Moi, c'est ça qu'a fait me lever tous les matins. Donc, c'est transmission. Moi, j'ai travaillé au Canada, m'a fait le choix de virer ici pour mener en force le pays et moi, savent que ça arrête. Moi, qui un créole, comme ça a fait mon travail. Traduisez un petit peu pour Paul Andrier, je ne sais pas s'il comprend. Mais vous faites pas les créoles, mais. Mais oui, moi, qui un petit peu créole. Et puis, ça, au Cadia, les logements sociaux, c'est très important. Ni des bagages à fait, donc au cas où on a des bâtiments SMHLM, Ozanam, tout ça, ni des centrales solaires. Ça qui est compliqué, c'est que chaque monde qui vit dans résidence là, ni en propre compteur EDF. Donc là, on met en centrale dans les toits, il faudrait vous faire en centrale chaque monde. Et ça pas ni sens. Économiquement parlant, ça n'a pas ni sens. Donc, ça qui a fait aujourd'hui, c'est qu'il y a mettre en centrale, en l'entreprise qui a loué toi la SMHLM, il y a un loyer que il y a défalqué des charges là, donc ça a réduit tibrin charge les mouns là, mais ça n'a pas déjà visible les mouns là, parce que finalement c'est l'argent et c'est pas l'énergie. Ça nous vision que nous ni, c'est que nous pouvons lever l'argent à dans commune là, donc les propres mouns qui vivent dans bâtiment, mettez l'argent en l'étoile. Même système là, il y a produit l'énergie pour vendre EDF, mais à la fin du compte là, c'est yo qui a gagné l'argent, donc ça a fait en réduction. Donc on utilise les mêmes procédés qui existent déjà de production d'injection sur le réseau, mais le montage financier est différent. C'est pas une entreprise privée externe qui vient investir, c'est les citoyens eux-mêmes qui investissent par le biais de la coopérative qui est un porteur de projet. Ça c'est notre vision. Oui, vous voulez compléter peut-être? Moi, j'avais une question parce que. Oui, allez-y. Oui, pardon. Oui, alors, bon, je ne sais pas si je continue en français ou en créole. Peut-être en français pour monsieur. Il est tout seul, mais je pense qu'il ne comprend pas, donc. Ouais. Mais parlez anglais, alors, tout le monde qui comprend, peut-être. OK, ladies and gentlemen. Just speak English. Oui, ça, oui, on y raison. On y raison, ça, oui. Et puis, ma technique, c'est à nous, pas de problème. Ça peut être un autre sujet, ça. Alors, au niveau d'ISMEM, nous apprenons sujet à la très au sérieux. Et nous allons voir les bailleurs sociaux et nous essayer de sensibiliser à la question là. Et nous ni en partenariat et puis la CIMA actuellement là. Donc la CIMA a déposé des dossiers au PTME. On parle du PTME, c'est un consortium ADEMS, même EDF, DEAL qui a fait subvention bas projet. Et au lieu qu'il ait loué ces toitures là, Jean-Nicolas Teka dit pour l'agent seulement, c'est l'agent la CIMA mais locataire pas rien les factures. Yo plutôt essayer faire projet à eux-mêmes, nous ca essayer guider yo en l'étude. Donc nous ca payer bio l'étude, nous ca aider yo faire l'étude en les toitures yo, en les patrimoine yo pour yo payer ça faire projet yo. Donc yo mettez centrale photovoltaïque pour ça qu'a fait en autoconsommation en les bâtiments, donc équipé réduit facture. Maintenant, moi pas ni détail exact du projet parce que il y a l'état de projet. Maintenant, qui m'a dit que répercuter ça bas c'est locataire. Moi pas ça puisque chaque locataire n'y a un compteur qui taille. Et en les compteurs là, il pas forcément directement en les réseaux, il pas en les centrales là. Mais il peut pas mettre en les centrales là puisque quand Jean-Nicolas Tekadio, il n'y bâtiment plusieurs monde.
Et c'est pas chaque moment qui peut raccorder en les centrales là. Donc bon, malheureusement les mantiqués d'eau que là au locataire ça type est difficile quand même de financer un projet qui tend. Mais d'après ça Jean-Nicolas dit, ou qu'à essayer de garder pour changer donne là. Voilà. Et ça qui est fini du changement qui est fini de l'éducation les gens aussi. Parce que si personne ne va poser question, ça continue comme ça. Si des gens qui dit moi les prends pas à dans projet ça, moi les réduis factuellement, ben ça qui avance. Mais juste, excusez-moi, juste que je comprenne. Aux ANAM, par exemple, je prends l'exemple aux ANAM, je ne sais pas combien de bâtiments il y a, mais ce qu'on pourrait mettre comme panneaux photovoltaïques, c'est de ça qu'on parle, non? Oui. Sur les toits, oui. Ça représenterait, en production, ça représenterait combien, compte tenu des contraintes de l'énergie solaire, ça représenterait combien de, par exemple, il y a 5000 logements, non pas 5000 logements, enfin bon, il y a des milliers de personnes qui vivent là, ça représenterait combien de la consommation des gens? Ça dépend du nombre de personnes. C'est de l'habitat vertical. Donc, oui. Plus vous avez un empilement de personnes, plus il y a de la consommation, et proportionnellement à la surface disponible en toiture pour produire de l'énergie photovoltaïque, ça ne va pas forcément couvrir les besoins de tout le bâtiment. Voilà. On est là pour faire de la compensation, on est là pour faire de la réduction. Mais est-ce qu'on peut mais rendre un bâtiment autonome, oui. C'est ça ma question. Vous pouvez bénéficier des surfaces de parking, par contre. Oui, et installer... Excusez-moi, monsieur Cornier, juste, parce qu'on est en train de parler de quelque chose, et excusez-moi, monsieur, je profite de votre question. On parle de quelque chose comme si ça nous tombait sur la tête. La PPE, par exemple, la programmation pluriannuelle de l'énergie, on en est à la combienième, là, la quantième? La deuxième, la troisième? On en est à combien? C'est pas la première, c'est peut-être la deuxième ou la troisième. L'idée d'arriver à une neutralité carbone et puis une montée en charge des énergies renouvelables avec un objectif de neutralité à 2050, c'est pas un truc qui date d'hier, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que c'est intéressant parce que j'ai l'impression, moi, la question que vous posez, on est peut-être sur un mirage. Vous voyez ce que je veux dire? Aux ANAM, vous avez quelques bâtiments. Moi, j'habite aux ANAM. Peut-être que les plus longs, je sais pas, c'est le bâtiment D, qui est très très long, mais ça va pas faire des tonnes de machins photovoltaïques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, j'ai l'impression que on est en train d'aller dans une direction, de regarder dans un sens qui est pas forcément celui de l'efficacité absolue. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça rapporte quelque chose et que ça contribue, parce qu'on a besoin d'aller vers aussi de la responsabilité. Il faut peut-être y mettre les moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'ai l'impression que on aurait pu être capable de dire, par exemple, aujourd'hui, peut-être qu'aux ANAM est peut-être capable de le dire, hein, puisque aux ANAM, ils étaient là, Action Logement, Antoine Roufian qui était là tout à l'heure. Combien ça représente de surface, combien ça représenterait vous voyez, de production compte tenu des journées d'ensoleillement, etc. Parce que quelque chose aussi à dire sur le photovoltaïque, c'est que c'est une énergie intermittente. C'est pour ça que EDF vous dit attention, oui, mais pas trop vite, ou voilà. Enfin, je veux pas attaquer EDF, ils sont pas là. Mais non, ça, il faudrait qu'on sache effectivement tous les tenants et aboutissants pour qu'on soit capable de juger ça, quoi. Pas qu'on soit pas là à dire c'est la poule aux œufs d'or. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu sceptique à l'égard de ce que vous dites. Et puis moi, l'autre chose, excusez-moi, juste pour finir, parce qu'on parle de Zana, mais ça évoque des choses chez moi. Moi, j'ai bien aimé aussi ce que vous disiez sur la sobriété. Parce que la question de climatiser, par exemple, c'est une vraie question. Or, aujourd'hui, il me semble qu'on subventionne effectivement les climatiseurs, encore à quelles conditions? On subventionne aussi les brasseurs d'air, mais on subventionne encore les climatiseurs. Comme si on avait pris fait et cause, comme si on avait acquis que de manière, il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, on est en train on négocie, c'est 22 degrés ou c'est 26 degrés, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la sensibilisation des gens, il faut aussi qu'on rate pas ce coche-là. Or, j'ai l'impression que on va aller vite vers, ok, on va mettre des panneaux photovoltaïques, mais la sensibilisation, votre fameux SEP, là, la sensibilisation est très, très, très importante. Excusez-moi de prendre un petit peu par la discussion, mais elle me passionne aussi. Vous vouliez rajouter quelque chose? Il y avait la question sur l'éducation. Oui. Allez-y, la formation et l'éducation. Alors, le SMEM met en place actuellement un partenariat avec le rectorat pour pouvoir sensibiliser les scolaires sur la question de l'énergie. Et nous aurons un programme d'instruction qui va sortir dans les écoles, donc au niveau SMEM, qui va s'appeler le cahier de l'énergie.
Oui, vous avez une autre question. Mais ça va pas assez vite. Enfin, je rebondis sur ça. C'est très bien, cette action-là est très bien. Moi, ça fait 12 ans que je suis rentré en Martinique, que j'ai monté une entreprise, j'ai embauché des jeunes, et la moitié des jeunes que j'embauchais, je les prenais de France pour faire venir ici parce qu'il n'y avait pas les compétences sur le terrain. Et en 12 ans, ça n'a pas tellement changé. Je donne des cours à l'université dans des filières énergie. L'année dernière, ils ont fermé une filière parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Enfin, on est encore là où ça devrait être vraiment un axe fort de création de valeur parce que c'est des emplois non délocalisables en fait. À partir du moment où vous avez mis une centrale photovoltaïque sur un toit, vous ne pouvez pas appeler une entreprise en Hongrie pour qu'elle vienne la maintenir. Il vous faut un gars à côté de chez vous. Donc c'est des emplois d'électriciens, c'est des emplois de... Il y a beaucoup de métiers techniques, mais il y a aussi des métiers commerciaux, de la finance, des juristes, il y a de la gestion, il y a plein de choses, plein d'emplois autour de ça. Et je pense qu'on manque de... vous avez compris, mon truc, c'est la coopération. On manque de vision commune pour avancer ensemble. Donc, il y a des acteurs qui avancent, mais beaucoup de ces acteurs qui avancent, c'est des entreprises privées qui finalement avancent avec leur filtre d'entreprise privée. Donc, j'investis sur un territoire, je veux maximiser mes retombées. Et si maximiser mes retombées, ça veut dire faire toutes mes études dans un bureau à Lyon et finalement juste avoir un conducteur de chantier sur le terrain en Martinique, eh ben c'est ce que je vais faire. Donc voilà, on a encore un long chemin à parcourir, mais j'y crois. Alors, merci beaucoup pour la réponse là. J'ai senti, Antiliana, et puis ça que madame l'a évoqué, elle était capable de parler de mirage. Moi, qui dit que c'est Grandiri qui a plein sac. Dans tout ça qui projet, que ce soit BTP ou même projet autres, hein, toujours nous, c'est qu'on va créer des pilotes. Ça va lancer des villes pilotes, des quartiers pilotes, des bâtiments pilotes. En les axes énergie, en les bâtiments, et puis collectif locataire, nous avons déjà fait une projection au niveau de aux ANAM, et puis nous avons parlé pour une monde. C'est pas tant aller dans l'axe là, retirer les énergies, kilowattheures, etc., ça y est, ok, vendre, ça y est, ok, vendre. C'est bénéfice là que y a, parce que nous n'y des comptables, enfin, nous y comptable là, bon, c'est peut-être pas là nous qui étayer tout ça, mais apport là que énergie a, t'es qui mène pour un bailleur donné, ça peut être aux ANAM ou autre, c'est des data que, où ça palpé, ça veut dire que nous ne pouvons pas laisser les charges qu'on va payer les locataires, ça peut être les charges poubelles, les charges d'électricité, bâtiments, etc., etc. Imaginons, projection qu'on nous a fait, pour démontrer, si les autres cas économisé temps en laisse ça, c'est temps que les autres cas ça, à un moment donné, c'est qu'on va créer ça. Ça peut être comme le 13e mois. C'est-à-dire, c'est temps que les autres ont capacité de dire, bon, nous faisons tant d'économies, et ben, nous avons tiré, c'est pas en communication, 20 € en lait, loyer ni différent, mais c'est pas comme, c'est la manque à rejoindre, la madame t'es parlé, c'est que c'est des bagailles que nous pouvons assises, et puis des data précises, quand il est bon, quand il est pas bon, mais nous avons parti, et puis des data, et puis en bâtiment pilote, en bailleur pilote, et puis nous ça dit à un moment là, nous faisons le test de tel, et ça fonctionne, ça pas marcher. Mais pour moi, c'est des bagailles qui pour talent à mettre pratiquement en l'étape là, pour nous ça clairement dit, c'est bon, c'est pas bon. C'est juste ça, monter qu'il a ajouté. Pour ajouter, moi j'ai l'impression qu'il faudrait voir avec les bailleurs sociaux, pour connaître pas bien, mais aux ANAM, je pense qu'ils ont probablement des projets pilotes sur ça. Il faudrait peut-être voir avec eux, peut-être voir avec eux, quoi. Il me semble, comme ils sont un peu quand même dans cette logique-là. Oui, moi j'ai déjà travaillé avec SMHLM sur leur siège et sur 2 résidences à eux. Il y a des choses qui se font. Oui. Maintenant, c'est la mise en commun. Est-ce que ça va assez vite? Est-ce que ça se démocratise? Mais c'est pour ça que nous, on a choisi cet axe citoyen en se disant, en prenant à la base, en formant les gens, en les éduquant, on crée une demande venant du peuple qui va obliger finalement les entreprises, les bailleurs et tout à bouger. Parce que, et ça sera plus puissant que si c'est quelqu'un en haut, si on attend que le président quelque part décide de, tu vois. D'accord. C'est le biais qu'on a pris là avec la coopérative. Vous voulez conclure, messieurs? Pour moi, il y a d'autres questions? Non? Non, moi, une petite conclusion juste sur le... Ah, monsieur veut parler. Dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure des parkings, enfin, vous l'avez rapidement évoqué, le sujet justement des ombrières photovoltaïques avec justement la loi qui est passée pour pouvoir produire l'électricité sur des surfaces de parking supérieures à je sais plus combien. 1500, c'est ça?
Où ça en est, ça? Parce que les premiers projets qu'on a pu voir, c'est que le modèle économique ne fonctionnait pas, du fait de fondations. Généralement, le gros poste était les fondations. Où ça en est là-dessus? Alors, effectivement, il y a une loi qui oblige les copropriétés, les entreprises et autres particuliers qui ont des surfaces de parking de plus de 1500 mètres carrés à l'équiper d'ombrières photovoltaïques. Donc, cette loi est portée par la DIAL. Maintenant, elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre parce que si elle oblige les entités à s'équiper d'ombrières photovoltaïques, il y a quand même une condition économique. Et cette condition économique, elle est portée par le financement du projet. Donc, qui dit obligation dit qu'il n'y a pas d'aide. Pas d'aide pour mettre une centrale une ombrière photovoltaïque en parking. Économiquement, c'est pas vraiment viable. Donc, aujourd'hui, la DIAL peine à mettre cette loi en vigueur. Et on se retrouve pas loin d'une impasse, en fait. Parce que c'est compliqué. Si le projet n'est pas financé, une ombrière, vous qui êtes dans le domaine, c'est une structure qu'il faut payer, en plus des panneaux. Aujourd'hui, ça reste de la complication. Voilà. Au-delà. C'est les contraintes cycloniques et sismiques. Donc, les projets d'ombrières, clairement, c'est rentable en France, hexagonale. C'est rentable en Guyane, parce qu'ils ont la fusée là-bas, parce qu'ils n'ont pas de cyclone, ils n'ont pas de tremblement de terre. Chez nous, il y a des projets d'ombrières qui se font, mais économiquement, c'est pas viable, en fait. C'est plus, pour amener du confort, de l'ombre, de la communication, etc., mais c'est pas viable. Donc, comme cette loi-là inclut une notice qui dit si le projet n'est pas économiquement viable, vous en êtes dispensé. Nous, on fait des études pour les clients et à chaque fois, ça aboutit sur le même résultat. C'est pas économiquement viable. Oui. Oui, en fait, il faudrait que ce soit aidé. S'il y a des aides là-dessus, là, c'est sûr que ça va décoller. Mais sans aide, ça ne décollera pas, malheureusement. Ouais. Okay. Il y aura peut-être une révision avec des exceptions d'hommes. Enfin, il y aura peut-être quelque chose. Monsieur Paul Andrier vous pose une question. Oui, effectivement, moi j'avais une question. Donc on entend de plus en plus parler de l'intelligence artificielle. Donc on l'utilise tous aujourd'hui. Il y a de plus en plus de data centers qui se font. Alors je ne sais pas si ici en Martinique, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques appels à projets sur du data center. Et je voulais savoir si vous aviez des mesures mises en place ou si vous anticipiez ces mesures-là sur ces notions de sobriété, d'efficacité et des mesures compensatoires vis-à-vis de l'énergie colossale que ça représente vis-à-vis des data centers. Ici, je pense... Ouais, moi j'ai travaillé... comme je vous ai dit, je suis bureau d'études, donc je fais aussi des audits énergétiques. Donc j'ai travaillé pour Orange, SFR... GCN, le Cap Sous-Marin, toutes ces entreprises-là ont des data centers ici qui consomment énormément. Et clairement, au-delà de l'aspect environnemental ou quoi, elles cherchent à réduire leurs factures. Et la principale source de réduction vient de l'évolution de la technologie. C'est-à-dire, grosso modo, avant, on avait une armoire informatique avec une clim qui soufflait dessus. Ensuite, on s'est mis à faire des planchers rafraîchissants. Donc, on a les mêmes armoires avec la clim qui passe par en dessous et une extraction d'air chaud par au-dessus. Maintenant, la nouvelle technologie qu'ils n'ont pas encore mis en Martinique, mais que j'ai vu en France, on a carrément un serpentin de fluide frigorigène qui passe dans l'armoire. Donc on va au plus près de la chaleur pour la refroidir, plutôt que de refroidir toute une pièce. À part ça, il n'y a pas grand-chose à faire en Martinique. Sinon, là où ils cherchent à réduire les consommations des data centers, c'est de les mettre en Alaska, au Canada, etc. Et en gros, d'ouvrir les portes en hiver pour refroidir et faire du free cooling, ils appellent ça. Mais non. Et les chiffres sont fous. Hein. J'ai entendu un podcast il y a quelques temps. En gros, tous les 2 ans, on multiplie par 2 la consommation mondiale des data centers.
Et c'est en train de devenir des projets de data center en France qui font des demandes de raccordement au réseau, des demandes plus importantes qu'une ville, en fait. Donc, oui, c'est l'IA et tout ça. Ouais. Donc là, non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas où on va. Sinon que d'expliquer aux jeunes, utilisez l'IA pour des trucs pertinents et pas pour chercher votre chemin. Non seulement les jeunes, d'ailleurs. Enfin, expliquez aux gens. Merci beaucoup, messieurs, sous vos applaudissements. Merci à Charles-Henri Cornier.